Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour de la grogne des universités. Manif, blocage, violence, on en oublierait presque pourquoi les étudiants sont en colère. Pourtant, la mobilisation s'amplifie. Après Tolbiac, Nanterre, Montpellier, c'est maintenant Sciences Po Paris qui est touché. Et c'est très symbolique puisque c'est là qu'ont étudié Emmanuel Macron et de nombreux fidèles de son équipe. Mais que se passe-t-il dans les universités françaises? Le problème vient-il vraiment et seulement de la réforme? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL, vous connaissez le principe. Notre match des idées, il opposera ce soir Hélène Pilichowski à Guillaume Duval. Nous reviendrons sur ce que certains appellent déjà la course à l'échalote entre le FN et LR sur les questions d'immigration. Laurent Wauquiez franchit un nouveau cap, il est très symbolique. Le patron des Républicains remet en question le droit du sol. Plus question de donner la nationalité française aux enfants nés d'immigrés clandestins sur le sol français. La droite court-elle après le Front National? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Philippe Courroy. Le magistrat publie ce livre, Reste la justice. Il revient sur ses 30 ans d'expérience dans l'appareil judiciaire et notamment sur l'affaire Bettencourt avec sa version des faits. Il nous dira aussi ce qu'il pense de la réforme de la justice qui sera présentée vendredi prochain en Conseil des ministres. Mais d'abord, la situation des universités. Il y en a 67 en France. Toutes ne sont pas occupées ou bloquées. En revanche, les assemblées générales se tiennent dans au moins 50 d'entre elles. Le mouvement est donc sérieux, mais la forme qu'il prend occulte peut-être un peu le fond. Pourquoi cette colère? On va tenter de répondre à cette question. D'abord, les faits des dernières 24 heures avec Aurélien Romano. Sciences Po est à son tour partiellement perturbée par des étudiants installés au premier étage du bâtiment principal rue Saint-Guillaume. Macron, ton école est bloquée, peut-on lire sur une des banderoles. La grande école est utilisée comme symbole d'un mouvement de contestation qui touche une quinzaine d'universités en France. Parmi elles, 5 sites sont encore totalement bloqués, comme Nanterre, où 1600 étudiants ont voté le blocus ce matin, alors que les partiels commencent cette semaine. Le président de l'université a lancé un appel pour la tenue de certains partiels. Nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont en enseignement à distance, qui sont salariés, des étudiants handicapés. Il y a une série de publics spécifiques qui doivent passer leurs examens à partir du 2 mai. Je fais un appel solennel aux bloqueurs et à la communauté pour dire attention. Un appel très solennel là où les CRS étaient intervenus la semaine dernière sans effet. Les présidents d'université sont nombreux à demander à la puissance publique de débloquer leur campus. Parfois, c'est refusé, comme à Tolbiac, où la configuration de ce site de l'université parisien rend difficile une intervention. Parfois, les CRS essayent d'éviter les blocages, comme ici à Jussieu. Ailleurs, les partiels ont lieu via Internet, comme à Toulouse, où certains sites sont inaccessibles. C'est aussi via Internet que certains présidents d'université ou certains étudiants essayent de mobiliser les anti-blocages, comme à Strasbourg, où une consultation aurait donné une majorité contre le blocage. À Montpellier, le tribunal administratif vient d'ordonner l'évacuation de la faculté Paul Valéry, bloquée depuis mi-février. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Jacques Grosperrin, bonsoir, sénateur LR du Doubs, vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Anaël Lombe, trésorier de l'UNEF, Union nationale des étudiants de France. Jimmy Losfeld, président de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes. Et Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Avant de revenir sur la forme que prend cette mobilisation, je voudrais effectivement qu'on revienne sur le fond. Tout est parti, on est bien d'accord, de la loi OR, loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Elle a été promulguée le 8 mars dernier et ce qui coince, c'est ça, la mise en place de nouvelles modalités d'admission au premier cycle à l'université et notamment le remplacement de l'APB par Parcoursup, une nouvelle plateforme d'admission, en clair, des algorithmes qui, selon les enseignants, chargés de regarder les dossiers. Il n'y a plus de tirage au sort, certes, mais il y a bien une sélection. Les étudiants ont raison de parler de sélection, Jacques Grosperrin. Je ne sais pas si c'est une sélection, mais en tout cas, ce sont des attendus et on ne pouvait plus accepter ce qui se passait auparavant parce que la sélection existait, mais par l'échec auparavant. Et lorsque 30% des étudiants réussissent leur licence en 3 ans et 40% en 4 ans, je crois qu'il y a un véritable échec. On ne pouvait plus accepter cette manière de travailler. Je pense qu'à un moment donné, il est normal qu'il y ait des attendus pour rentrer à l'université. Ça permet à chacun de pouvoir être choisi par rapport au mérite. La CNIL, d'ailleurs, l'avait dénoncé. Le Conseil d'État également. Le tirage au sort était quelque chose qui était inique. Enfin, je crois que c'est une loi qui est courageuse. Moi, je rends hommage à Mme Vidal. Vous savez, je ne suis pas de la République En Marche. Je suis républicain. Mais en tant que républicain, je pense que c'est une bonne loi. Une loi sérieuse, une loi honnête vis-à-vis des étudiants pour leur permettre de réussir, en tout cas tous de réussir.
Alors j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord sur ce plateau. Je vais vous interroger. On a juste eu envie de savoir si la France faisait exception en voulant instaurer une forme de sélection à l'entrée des universités. Et on s'aperçoit que non. Au Royaume-Uni, examen à la fin du lycée, les universités sélectionnent en fonction des notes obtenues lors de cet examen. En Espagne, 2 examens, l'un organisé par le lycée, un deuxième organisé par les universités elles-mêmes. En Allemagne, cela dépend des filières. Les universités publiques ne demandent que l'équivalent du bac, sauf en médecine, en pharmacie, en psychologie, en droit et en économie. Pourquoi le mot sélection coince-t-il à ce point en France, Anaëlle Lombe? Le mot sélection, je pense qu'il coince en France parce que les jeunes aspirent tout simplement à pouvoir avoir un avenir comme tout à chacun. Et ce qui est quand même particulier avec notre génération, c'est qu'on lui explique que son problème, c'est qu'elle serait trop nombreuse. Et donc, du coup, il faudrait optimiser, rationaliser. D'autant plus que aujourd'hui, le gouvernement prend pour argumentaire le fait qu'il y aurait un échec important à l'université qui amènerait à cette réforme. Sauf que ce sont 2 questions différentes. La question de l'entrée à l'université est une question en propre qui n'est en aucun cas la même question qui est posée sur la question de la réussite. Pour caricaturer un peu avec un exemple, vous pouvez très bien sélectionner à l'entrée de l'université, ça ne donne pas la garantie que le peu d'étudiants qui y rentreraient réussiraient forcément en étant à l'université derrière. Donc ce sont 2 débats différents et qui montrent bien aussi tout le malaise qu'il y a autour de cette réforme et aussi la non-volonté du gouvernement d'en débattre avec la communauté universitaire et on le voit bien, une mobilisation qui s'amplifie un peu partout. Pas de volonté de discuter et un problème avec la sélection, Jimmy Losfeld? Moi, je suis en désaccord sur le fait de dire que cette réforme apporterait de la sélection. Il y en a, c'est un fait, effectivement, une sélection par l'échec, mais aussi une sélection par manque de place. Et effectivement, on a de plus en plus d'étudiants, et c'est une très bonne chose, 2,6 millions aujourd'hui, 3 millions demain. Et le sujet, c'est pas comment on réduit le nombre d'étudiants, ça n'aurait pas de sens. Notre jeunesse, elle aspire à étudier, effectivement. Georges Joanski dit, c'est une bonne chose, et il faut se donner les moyens d'accueillir tout le monde. Or aujourd'hui, notamment parce qu'il y a un manque de moyens, on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Il y a une sélection depuis 6 ans au moins, je le disais, du coup par manque de place. Elle se matérialisait par le tirage au sort. Eh bien cette réforme, elle vient y mettre un terme au tirage au sort, mais elle prévoit toujours des modalités si jamais le nombre de candidatures dépasse les capacités d'accueil. Et dans ce cas-là très spécifique, il y a une sélection qui n'est pas acceptable. Mais du coup, on comprend bien que le problème, il n'est pas juridique, parce qu'on comprend qu'il y a cette sécurité dans la loi. Le problème, il est politique. Il faut débloquer des places pour lutter contre cette sélection. Eh bien, par la négociation, par le travail, il y a eu du dialogue social. Depuis le début du mois de septembre, 150 heures de concertation, des bilatérales depuis plus de 6 mois, avec tous les partenaires sociaux, des débats en Knesser, eh bien on a réussi par la négociation et par le rapport de force constructif à obtenir non seulement la création de 22 000 places supplémentaires pour la rentrée 2018, mais en plus 150 000 places sur 5 ans. Et je tiens juste à une chose qui me semble importante, c'est que moi je pense qu'il y a un vrai lien entre la réussite et l'accès à l'université, parce qu'on cherche à travailler ici à démocratiser tant l'accès que la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est bien d'ouvrir les portes, il faut le faire, mais il faut aussi accompagner tous les jeunes vers la réussite. Or, ce taux d'échec, il crée un effet d'engorgement. On dit qu'il n'y a pas assez de place. Mais oui, mais s'il y a 60% d'étudiants qui échouent, qui redoublent ou qui abandonnent, on comprend bien que ça occasionne aussi ce manque de place. Donc si on accompagne tout le monde vers la réussite, on va libérer des places. Donc c'est pour ça que ces sujets sont en réalité très liés. Il y a quand même une vraie question qui se pose dans ce dossier parce que finalement, si j'ai bien compris, ce sont surtout les lycéens qui sont concernés par cette réforme. Et j'ai même envie de dire seulement eux. Alors pourquoi ne se mobilisent-ils pas? Hugo Melchior, qui est doctorant en histoire à l'université de Rennes 2, dans une tribune au Monde, nous explique en tout cas son interprétation. Contrairement à 1986, écrit-il, il n'est pas question d'augmentation des frais d'inscription, ni de remise en cause du caractère national des diplômes. Pour un certain nombre, cette réforme est une source d'inquiétude, mais est considérée comme un progrès. Quelle est alors la légitimité des étudiants actuels de se mobiliser à la place des lycéens alors qu'ils ne sont même pas concernés par la sélection? Souvent, dans leurs revendications, les étudiants ne mettent pas forcément en avant la sélection à l'université. C'est pourtant l'un des seuls points de blocage. D'autres points. Ça va de Notre-Dame-des-Landes à le fait que Macron démissionne. Enfin, il y a des choses très variables. Ou bien la jeunesse, enfin d'autres idées. Vous êtes d'accord qu'officiellement, mais pas uniquement la sélection. Le point de blocage, c'est la sélection. Parce que quand je vois les étudiants de Sciences Po qui, justement, sont sélectionnés sur concours, qui ne sont pas sur Parcoursup et qui mettent des banderoles sur les murs de la rue Saint-Guillaume,
ça me fait un petit peu rire, alors qu'eux-mêmes sont absolument pas concernés et ils ne sont pas là pour remettre en cause évidemment le concours de Sciences Po. Donc oui, les lycéens ne se mobilisent pas aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire qu'ils vont pas le faire forcément, mais en tout cas, ce sont des jeunes qui avaient jusqu'au 31 mars pour faire leur CV, leur lettre de motivation, mettre leurs notes. Leurs professeurs ont mis des avis sur Parcoursup, sur le site qui a remplacé APB. Si on leur dit aujourd'hui que tout ce qu'ils ont fait avant le 31 mars, finalement, ça va servir à rien et qu'on revient au tirage au sort, je ne pense pas qu'ils seront très contents. Anna Elom, j'aimerais bien vous entendre sur ce point. D'après vous, pourquoi les lycéens ne se mobilisent-ils pas alors que finalement, c'est peut-être à eux de le faire? Déjà, les lycéens sont mobilisés. Alors, c'est un niveau d'intensité qui varie effectivement d'un territoire à un autre. Mais encore une fois, on est dans un pays qui se rend compte de certaines choses lorsque ça toque aux portes de la capitale, comme sur ce mouvement. Avant que la région parisienne ne soit touchée, on nous expliquait que il n'y avait pas de mouvement dans l'enseignement supérieur sur la question. Et deuxièmement, sur la question des étudiants et de leur mobilisation, elle se fait sur la sélection. Et quand vous reprenez la loi orientation et réussite des étudiants, elle pose quand même la question des attendus, qui là pour le coup concerne les étudiants. Elle pose la question des attendus à l'entrée de l'université et même à l'entrée de ce que serait la nouvelle mouture qu'aura les licences, notamment sur les modules. Et donc, il y a quand même d'autres éléments de cette loi aussi qui posent problème et qui amènent aussi les étudiants à se mobiliser légitimement. Et par ailleurs, Parcoursup sera une plateforme aussi utilisée pour, par exemple, les réorientations qui sont quand même courantes une fois à l'université, au gré des choix d'orientation des uns et des autres. Pas qu'au moment de l'entrée. Et donc, en vrai, cette loi concerne à la fois les lycéens aussi bien que les étudiants. Et donc, c'est une réforme qui va concerner chacun et chacune. Vous vouliez intervenir? Oui, simplement, je crois que c'est surtout une démarche politique. On le voit bien, c'est une récupération qui se fait vis-à-vis de certains types d'étudiants qui sont d'extrême gauche, avec certains d'extrême droite qui viennent les débloquer en quelque sorte, ce qui était inadmissible véritablement. Mais je crois qu'il y a une récupération politique vis-à-vis de cela. Et je pense qu'ils sont diligentés ou guidés par certaines personnes organisées. On va y venir, effectivement. On le voit bien parce que lorsqu'à un moment donné, à Nancy ou à Toulouse, lorsqu'ils votent pour la reprise des cours à 70%, à un moment donné, il y a des syndicats étudiants qui ne sont pas responsables, qui disent ben non, c'est pas légitime. Puis enfin, vis-à-vis des attendus, moi j'étais rapporteur de la loi Parcoursup. Sur les attendus, j'ai rencontré des présidents d'université qui m'ont dit on s'imaginerait jamais quelqu'un sortir d'une première, d'un bac professionnel, rentrer en terminale S. Donc comment on peut s'imaginer quelqu'un qui sort d'un bac professionnel rentrer en médecine ou ailleurs? Je pense qu'on trompe les étudiants et c'est un devoir de réalité des politiques et de franchise vis-à-vis d'eux, de leur dire, voilà, il y a des formations qui sont pour vous, il y a des formations qui sont peut-être moins pour vous, puis permettre à chacun de réussir, parce qu'on ne peut pas accepter ce taux d'échec aussi important à l'université. Alors avant de poursuivre cette discussion, je vais venir vers vous dans un instant, je voudrais qu'on vienne sur ces présidents d'université qui sont aujourd'hui en plein dilemme, qu'ils soient d'accord ou non avec le mouvement. Ils doivent permettre aux non-bloqueurs de passer leurs examens en toute sécurité. Pour certains, ça doit passer par le recours aux forces de l'ordre. Jean-François Ballaudet, qui est le président de la fac de Nanterre, avait fait appel au CRS. Aujourd'hui, il le regrette, il revoit un petit peu son jugement, il veut organiser une discussion collective. Il était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin. On n'a pas l'intention de faire un nouveau appel au CRS pour déloger les bloqueurs d'aujourd'hui. Pas pour l'instant, non, bien sûr, pas pour l'instant, et je l'espère pas du tout. Je vais même renverser ma réponse. Pour moi, quelque chose s'exprime à travers ces blocages. Comme je l'ai dit, une opposition à la loi ORE, peut-être un malaise plus profond. Donc moi, je dis aux bloqueurs et à tous les membres de ma communauté, eh bien, nous remettons les choses dans l'ordre. Jimmy Losfeld, on sent qu'ils sont un petit peu désarmés, ces présidents d'université. Est-ce que le recours aux forces de l'ordre a été un détonateur, un déclencheur, quelque chose qui a même pu amplifier le mouvement, qui aurait pu rester un petit peu plus anecdotique? Non, mais l'intervention des forces de l'ordre est jamais une bonne solution, surtout effectivement dans un but de répression. C'est pas comme ça. Et comment on fait quand il y a des personnes non identifiées qui rentrent dans l'université? Je pense que Jean-François Ballaudet a raison. Je pense que même s'il y a quand même énormément de fake news qui sont dites dans les assemblées générales, on entend que cette réforme, elle met en place une sélection, c'est faux, et je reviendrai peut-être sur les attendus, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont totalement fausses, qu'on va supprimer les rattrapages, le redoublement, qu'on va supprimer la compensation des items très chers aux étudiants. Mais tout ça est absolument faux. Donc ce qu'il faut, c'est renouer avec le dialogue. Par ailleurs, l'argumentaire des bloqueurs, c'est aussi la liberté d'expression. Et c'est vrai, parce que le Code de l'éducation prévoit le fameux droit de grève, il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est le droit de pouvoir s'exprimer sur les sujets de société, sur les réformes.
Mais par ailleurs, ce droit précise aussi qu'il ne doit se faire sans pour autant porter atteinte aux activités d'enseignement dans les universités. Donc il faut dialoguer, il faut expliquer sur le fond. Mais moi, je constate que quand on se déplace dans les assemblées générales, dans certaines d'entre elles, déjà on n'a pas toujours la parole et le débat démocratique n'est pas forcément très démocratique en réalité. C'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, nos arguments, ils ne sont pas entendus parce je pense qu'il y a une partie des bloqueurs, une partie des organisations présentes dans les blocages qui ne veulent pas entendre la vérité ou qui cherchent à instrumentaliser le mouvement pour faire croire à une grogne massive dans les universités, alors que la réalité, c'est que c'est un mouvement plutôt minoritaire aujourd'hui. Ça fait bondir Anaëlle Lombe que je vais interroger dans un instant, mais d'abord Sophie de Tarlet, cet après-midi... Je voulais juste, excusez-moi, préciser une chose quand même extrêmement importante, c'est qu'on voit Sciences Po effectivement aujourd'hui bloqué, mais je suis d'accord avec Sophie de Tarlet, c'est quand même ridicule de voir des étudiants qui ont dans leur école une sélection, se mobiliser pour une réforme qui n'introduit pas la sélection, alors que sur la sélection qui existe dans les formations aujourd'hui, 40% des formations universitaires sont sélectives, dans les IUT, dans les BTS, et c'est un drame par ailleurs dans ces formations-là, parce que les bac pro du coup ne peuvent pas y aller, se retrouvent à devoir aller dans la fac, et du coup effectivement échouent parce qu'ils auraient préféré faire un BTS, et de pas critiquer. Moi j'aimerais bien savoir quelle est leur expression sur la sélection à Sciences Po, sur la sélection en IUT, en BTS, donc c'est quand même assez ironique. Sciences Po qui commence d'ailleurs à se mobiliser aujourd'hui à Paris. Parce que les étudiants reprochent à cette loi d'instaurer une sélection sociale. Moi, c'est incroyable de voir que la sélection, alors qu'il y a de la sélection en BTS, en IUT, dans toutes les écoles professionnelles, et au fond, la loi Parcoursup, le nouveau système qui a été instauré, personne ne le critiquait. Enfin, alors qu'on voyait les sondages de jeunes, de lycéens, tout le monde était pour. Alors, parce que les jeunes en avaient assez de ce système où finalement, on voyait des jeunes qui avaient un bac S, qui avaient bien travaillé pendant toute leur scolarité et qui ne pouvaient pas rentrer en médecine parce que la place était prise par quelqu'un d'autre. Et on voit après, au bout de 3 mois dans une université, les bancs sont vides parce qu'il y a la moitié de l'amphi qui est partie. Et ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire, finalement, ils ont dû aller s'inscrire à l'étranger, ils ont dû partir ailleurs, etc. Donc c'est ça qui est cet après-midi Gérard Collomb à l'Assemblée qui a encore tenu des propos très fermes en disant que l'état de droit devait être rétabli partout et en particulier dans les facultés. Ça va évidemment dans le sens de ce recours aux forces de l'ordre. Est-ce que ça a mis le feu aux poudres ? Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est vrai que c'est Montpellier. Jusqu'à présent, il y avait des choses dans les universités, mais c'était pas énorme. On sentait que la mobilisation prenait pas. Et puis, c'est vrai que la violence à Montpellier a permis un peu de fédérer les troupes contre la violence policière. Et ça a permis finalement de mobiliser un peu plus les jeunes, parce que lorsqu'on leur parlait de Parcoursup, ils s'en fichaient un petit peu. Évidemment, ils n'étaient pas concernés, mais quand on leur dit « les CRS viennent dans votre fac », alors là, ils se sentent un petit peu plus concernés par la situation. Donc oui, la violence a permis un peu aux universités et disons aux étudiants de mobiliser leurs troupes. Et on est bien d'accord, ce sont les présidents d'universités qui prennent la décision de faire appel aux forces de l'ordre. Oui, mais il faut l'accord du préfet. Il faut l'accord du préfet. Donc il y a une caution des autorités, du gouvernement. Il faut que le préfet donne son autorisation. Mais je crois que surtout derrière tout ça, il y a une nostalgie de mai 68, c'est le 50e anniversaire de mai 68, et une partie de la population, une partie des professionnels de la politique qui s'emparent de ce prétexte Parcoursup. On le voit, ils essaient de faire coaguler tout l'ensemble Parcoursup, Notre-Dame-des-Landes ou autre chose pour refuser justement ce que vous disiez tout à l'heure, ce nouveau monde dans lequel les étudiants rentrent. Moi aussi, je suis choqué comme vous, comme les uns les autres sur ce qui se passe à Sciences Po. Regardez d'ailleurs, à Sciences Po, on voit à la fenêtre avec une banderole une personne qui se cache le visage. Et ils sont cagoulés, ils ont des masques. Donc à un moment donné, lorsqu'on peut, la démocratie, c'est aussi être capable de dire, moi j'entends qu'on puisse à un moment donné manifester, c'est un droit de manifester, mais on ne manifeste pas en empêchant la liberté de rentrer de certains étudiants qui veulent apprendre, et c'est la majorité qui veut l'apprendre, qui veut continuer les cours. C'est une extrême minorité, comme disait Jimmy tout de suite. Anaëlle Lombe, j'aimerais connaître vraiment le discours de l'UNEF face à ces étudiants qu'on dit majoritaires et qui ont envie d'étudier, qui commencent à se mobiliser de plus en plus via des pétitions en ligne, des pages Facebook, pour dire on veut étudier, on veut passer nos examens et on ne veut pas qu'ils soient retardés à l'été alors que moi j'ai un job d'été. Qu'est-ce qu'on répond à ces étudiants-là ? Moi, je vais répondre plusieurs choses. Je trouve que notre débat est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment, puisqu'on a tendance quand même beaucoup à caricaturer ce mouvement. Alors, on explique qu'il est minoritaire. Moi, Pour vous, il n'est pas minoritaire ? Ce que je constate, c'est que dans les universités, semble-t-il, les assemblées générales prennent en nombre. 3%. Pour avoir été à l'assemblée générale, la dernière de Nanterre, où on nous expliquerait qu'il y aurait des professionnels agitateurs ou de l'extrême gauche qui viendraient manipuler les étudiants. C'est faux. Il y avait 1600 personnes. Certes, certaines étaient encartées et ne sont pas cachées. Le débat s'est fait.
et c'est quand même une large majorité d'étudiants non politisés, non forcément syndiqués, qui sont venus et qui ont donné leur avis sur la loi orientation réussite des étudiants, avec des personnels et des enseignants-chercheurs, donc la communauté universitaire qui a débattu. Donc moi j'aimerais bien aussi qu'on évite de caricaturer ce mouvement, où dans les assemblées générales, ce sont avec plaisir, on n'est pas dans la caricature sur Public Sénat, mais il faut dire les choses, qui ont un débat sur le sujet, et notamment éviter de se dire... et deuxième chose aussi, c'est que sur ce mouvement-là, on le voit bien avec le gouvernement ou les directions d'université, Nanterre en est aussi un bon exemple, c'est qu'il y a une contestation qui se fait. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais certains considèrent que c'est de la sélection, donc on peut éviter aussi le débat de se dire vrai ou faux, c'est un avis qu'ont les gens... Si on prend les faits, on peut parler aussi des lettres de motivation. Enfin, les attendus, oui, pour d'autres oui, on appelle ça attendu ou certains expliquent sélection. que ce n'est pas de la sélection. Donc il y a un débat, il peut y avoir un débat. La direction de l'université de Nanterre a pris le prétexte d'éléments extérieurs pour envoyer les forces de l'ordre. Au final, ce sont des étudiants de Nanterre qui ont été arrêtés, dont un militant de l'UNEF, des gens qui n'étaient pas cagoulés, qui sont tout à fait connus de l'université et qui ont été libérés par la suite. Donc moi aussi, je pense qu'il y a quand même une grande attention et une grande responsabilité que doit avoir le gouvernement et les directions d'université dans ce qu'elles peuvent dire et faire sur les campus, parce qu'aujourd'hui ce mouvement il continue à gagner en nombre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui souhaitent le dire, en débattre, et qu'on puisse arrêter aussi d'expliquer qu'on serait soit manipulé. Alors soit juste un mot, dans le Monde de cet après-midi, on lit les propos d'un étudiant qui fait partie du collectif Nantes Libre et qui nous dit « Les bloqueurs sont en perte de vitesse alors que les anti-blocages se mobilisent de plus en plus ». Donc il y a débat. Juste une chose, c'est que oui, effectivement, il y a des gens des étudiants qui ont des doutes sur la réforme, et la réforme, elle est loin d'être parfaite. C'est pas en un an qu'on va réformer et démocratiser l'accès à la réussite dans les études supérieures. Il y a des avancées, les attendus, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas des critères de sélection, puisque les attendus, je vous rappelle, c'est ce qui qualifie le oui-si. Le oui-si, c'est avant tout un oui. C'est pour préconiser des parcours d'accompagnement, mais c'est pas un non. Les attendus sont par ailleurs indicatifs et en aucun cas ne peuvent constituer des critères de sélection. Il faut faire la distinction entre les attendus. Non, mais après tout, ce serait de la sélection, c'est pas un gros mot. Enfin, je suis d'accord, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens. La sélection, c'est l'exclusion, et les attendus, c'est une mesure de justice sociale, parce que la sélection sociale, elle existe aujourd'hui par l'échec. Les jeunes qui échouent, ce sont les jeunes des milieux populaires, les jeunes qui n'ont pas les codes. Parce que moi, contrairement peut-être à Jacques Grobin, je pense que les bacs pro ont leur place à l'université. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable de leur fermer la porte. Mais pas en médecine. Par contre, c'est irresponsable de ne pas les accompagner. Et les attendus, ils sont là pour les identifier et les accompagner. J'ai le chiffre en face de moi. 2,7% de bac pro réussissent leur licence. Juste pour finir sur les blocages. Moins de 10% de bac technologie. Ouais, moi non plus, je suis pas contre. Moins de 3%. Mais voilà, après, il faut un parcours, il faut un accompagnement. On ne peut pas laisser des gens comme ça échouer à l'université en si grand nombre. Mais vous parliez tout à l'heure des pays étrangers. La Finlande, qui est un pays qui est bienveillant. Justement, il y a une sélection, une forme de sélection, mais c'est vrai qu'en France, le baccalauréat, c'est le sésame qui permet... Et le mot sélection paraît antisocial. Je pense que la vraie réflexion qu'il faut avoir, et puis c'est ce qui va arriver dans la réforme du baccalauréat, c'est moins 3+3 avec un problème d'orientation. On sait qu'à ce jour, il y a une difficulté dans l'orientation, et on attend véritablement une réforme d'ampleur vis-à-vis de cela. Je vous laisse finir. Oui, je voulais finir très rapidement sur les blocages, parce que oui, effectivement, il y a une partie de la contestation qui est légitime. Et encore une fois, il y a des sujets, notamment des sujets financiers. On manque d'investissement. Il y a eu des moyens qui ont été débloqués, il faut les saluer, mais c'est pas suffisant. Donc il faut des moyens supplémentaires, et les étudiants qui veulent s'exprimer doivent pouvoir s'exprimer. Peu importe leur point de vue, peu importe s'ils considèrent que c'est de la sélection, pas de la sélection, tout le monde doit pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout le monde ne peut pas s'exprimer dans toutes les assemblées générales. Et il faut pas oublier aussi à le faire via Internet, la radicalité et la montée des violences sur les campus. À Tolbiac, on retrouve pas des cocktails Molotov, des armes blanches. Parce que parmi les vidéos qui circulent autour de ce conflit dans les universités, il y en a une qui fait beaucoup réagir. C'est une vidéo qu'on va voir ensemble, qui a été tournée effectivement à la fac de Tolbiac samedi soir dernier. Les mots d'ordre étaient soutien à la grève des cheminots et aux occupants de la ZAD. Ça a donné, vous le voyez, une grosse fête à l'ambiance de boîte de nuit, avec fumigène et feux d'artifice, et on le dit parce que ce sont les faits. Le président de la Sorbonne, de son côté, a fait part, lui, de son indignation devant un mouvement qui donne lieu à des comportements indignes. On l'écoute. Je suis consterné par l'état du centre. C'est un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même. Malheureusement, il se passe des choses qui sont indignes d'une université et d'un centre universitaire. Anaëlle Lombe, ce sont des images qui ont été tournées par les étudiants eux-mêmes. Est-ce que, effectivement, Jacques Grosperrin parlait un peu de faux airs de mai 68 ? Est-ce qu'il y a un petit peu de ça derrière ce mouvement étudiant ?
au-delà du fond, au-delà de la réforme? Moi, je pense que déjà, ce seraient les propos de M. Haddad qui sont indignes. Bientôt, on va nous expliquer qu'il y aurait des armes chimiques dans les campus lorsque les étudiants se mobilisent. Deuxièmement, je pense que les étudiants aujourd'hui quand même des cocktails Molotov. Les étudiants qui se mobilisent aujourd'hui, je vous rassure, dans les assemblées générales, les débats ne sont pas matricés par le combat de nos anciens pendant 68. Les débats, ils se concentrent sur la loi orientation réussite des étudiants. On entend parler de la Z, on entend parler des cheminots. Effectivement, ça peut faire partie, ça peut arriver dans les débats. Mais vos préoccupations, j'invite tout le monde à se référer aux appels, aux motions qui sont rédigées dans les assemblées générales, parce que on parle d'être factuel. Regardons un peu ce qui est rédigé dans les assemblées générales et vous verrez que dans la majorité des assemblées générales, on ne peut pas y rentrer. Les enseignants eux-mêmes ne peuvent pas rentrer dans les assemblées générales. Dans les assemblées générales où je suis allé, les enseignants sont présents, les personnels sont présents, il y a même des médias qui sont présents, il y a des anti-bloqueurs qui sont présents. C'est pas facile d'y rentrer. Les anti-bloqueurs témoignent, ils y sont effectivement, mais ils disent qu'ils sont très vite sifflés quand ils prennent la parole. Après, le débat se fait. Et on n'a pas parlé des frais de destruction, des serveurs qui ont été cassés. Attendez, on va y venir. Juste tout de même, ces images qu'on voit, est-ce que ça porte atteinte à l'image du mouvement? Parce qu'effectivement, une boîte de nuit en plein Tolbiac un samedi soir, est-ce que du coup ça brouille le message de ces étudiants qui peut-être sont de très bonne foi, luttent contre une vraie réforme, mais finalement... L'image de la France aussi. Oui. Vous imaginez à l'extérieur l'image qu'on donne de la France, des étudiants étrangers qui veulent venir faire leurs études ici? Puis parallèlement à tout cela, il y a des étudiants qui continuent à travailler dans des écoles privées, dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, où là, justement, ceux qui sont en situation les plus difficiles, qui n'ont pas le choix, qui sont parfois et souvent à l'université parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, en réalité, on est en train de les tromper et on les amène dans le mur. Ben oui, et il y en a qui se frottent les mains, c'est les écoles privées. Parce que, évidemment, les parents sont en train d'inscrire leurs enfants et regardent ça. Est-ce que vous avez envie de mettre vos enfants à Tolbiac aujourd'hui? Donc, quand on voit ce qui s'y passe... Ça nuit à l'image de l'université française à l'étranger, alors qu'il y a eu d'énormes efforts faits par les universités françaises pour redorer leur image auprès des familles, auprès des universitaires étrangers. Et là, quand on se plaint du rang de l'université française dans les classements de Shanghai, ça ne va pas améliorer la situation. Donc là, il y a un étudiant de Nanterre qui parlait de son diplôme bradé, enfin de son diplôme, la dévalorisation des diplômes universitaires. Oui, il faut en parler aussi. Jimmy Losfeld, vous à la FAGE, vous ne soutenez absolument pas ces mouvements de blocage, ces manifestations, ces remous autour de cette réforme? Vous vous désolidarisez complètement de l'UNEF? Moi, je me désolidarise des dérives et des violences qui ont lieu. Je le rappelle, saccage de local de l'Union des étudiants juifs de France à Tolbiac, les cocktails Molotov retrouvés, la destruction des serveurs informatiques à Montpellier après qu'on ait annoncé qu'il y aurait des examens par Internet. C'est pas responsable, ce genre de choses. Et sur le fond, la méthode de la contestation, c'est une méthode que, par ailleurs, en tant que syndicaliste étudiant, je suis à même d'utiliser quand il y a des désaccords de fond. Et encore une fois, tous les étudiants ont le droit d'avoir le droit de grève, de manifester, de tracter s'il le faut, de faire des annonces en amphi pour passer leur message. Par contre, les dérives qu'on observe aujourd'hui, elles sont pas acceptables. Mai 68... Vous en parliez, c'était un mouvement de masse où les jeunes voulaient changer les choses, changer leur vie, changer la société. Aujourd'hui, mai 2018, c'est plutôt une minorité qui n'a pas envie que ça change. Plutôt une minorité qui se bat pour le statu quo. Et de surcroît, une minorité radicale. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, parce que sur cette réforme, dont la FAGE, et je m'en cache pas, a soutenu la philosophie du plan étudiant parce qu'il y a des avancées, mais par ailleurs, il y a encore des vrais sujets, parce que tout n'est pas parfait. Il y a encore une sélection par manque de place, et il faut la combattre. Et c'est vraiment dommage de voir que le débat, au final, au niveau étudiant, est capté par cette minorité radicale qui parle plus, qui a plus de visibilité que la grande majorité des étudiants. La minorité radicale, l'UNEF n'est pas une minorité radicale. Mais je ne parle pas forcément que de l'UNEF, parce que l'UNEF n'est pas présente dans tous les AG et dans tous les blocages. Mais oui, apparemment. Mais il n'y a pas que l'UNEF, il y a aussi effectivement des groupuscules d'extrême gauche. Anna Elon, oui ou non, il y a des groupuscules d'extrême gauche qui ont infiltré ce mouvement. Oui. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique par, je pense à la France Insoumise, on a vu Éric Coquerel. Ben oui. Moi, ça me fait sourire parce que, en fait, à chaque fois que des jeunes se mobilisent, il y aurait forcément un grand Manitou ou un gourou derrière. On ne pose pas la question aux syndicats professionnels quand ils se mobilisent. Lorsque c'est des étudiants, encore une fois, il y a des médias qui sont dans ces assemblées générales, qui assistent au débat. J'ai pas l'impression que les 1600 personnes en assemblée générale sont téléguidées par un sauveur suprême ou qui que ce soit. Donc on peut aussi accepter que dans la communauté universitaire, dans un lieu d'autocritique et d'émancipation, et où des gens acquièrent des connaissances, les gens sont en capacité de pouvoir tenir des débats. La loi a été promulguée, je le disais en introduction, en mars. Pourquoi ça Je tiens aussi à rappeler que depuis
depuis novembre dernier, où nous appelons les jeunes à se mobiliser sur le sujet. En région, la mobilisation avait déjà prise. En région parisienne, d'une université à une autre, les choses ont prise différemment. Je voulais aussi rebondir sur un élément qui a été posé dans le débat aussi. Il vous reste une minute pour conclure. En tant que syndicaliste, je pense que c'est pas très responsable aussi d'expliquer aujourd'hui que les mobilisations qui se font à l'heure actuelle seraient les raisons des dérives. Et qui ont été condamnées pour certaines par les gens eux-mêmes mobilisés. Deuxième chose, les dérives, moi je pense qu'elles sont à voir du côté de l'extrême droite. Qui a sévi sur certaines campus. J'aurais aimé entendre aussi. J'aimerais aussi savoir quelle est la réaction du gouvernement vis-à-vis de ça, parce que on nous explique que le problème serait les mobilisations. Et deuxième chose, sur les dérives, c'est aussi la répression policière. La répression et la question de la répression policière. Qu'on nous expliquait qu'il y a des problématiques qui auraient eu liées à certains argumentaires, une intervention policière à Nanterre. Au final, ce sont 7 étudiants de Nanterre interpellés, qui ne sont juste que des étudiants qui exprimaient des accords en assemblée générale, pour ensuite finir, pour 3 d'entre eux, déférés au parquet. Donc moi aussi j'aimerais qu'on m'explique aussi là où se trouvent les dérives. Et on va rester sur ces interrogations. Très rapidement, moi, je suis d'accord avec Naël sur un point. Effectivement, les violences, elles viennent parfois des policiers, elles viennent parfois de l'extrême droite, elles viennent parfois de l'extrême gauche. Dans tous les cas, elles doivent être condamnées. Et encore une fois, la liberté d'expression et le débat d'idées doivent primer. Et le respect de l'état de droit dans les assemblées générales et l'expression démocratique de tous les étudiants et pas seulement du Et on va suivre de très près ce mouvement. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Hélène Pilichowski à Guillaume Duval. Nous allons revenir sur ce nouveau cap franchi à droite par Laurent Wauquiez. Cette fois, le président du parti LR veut remettre en question le droit du sol. La réponse du Front National, il nous court après, mais on est habitué. Que faut-il en penser? On va en discuter avec nos invités juste après ce sujet de Fabien Recker. Le message est clair. Avec Laurent Wauquiez, la droite renoue avec un discours cash et sans tabou sur l'immigration. On dit qu'il faut maîtriser les flux migratoires. On dit qu'il faut mieux réguler. On dit qu'il faut mieux organiser. Non. Il faut dire les choses très simplement. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse. Le président des Républicains veut notamment supprimer le droit du sol pour les enfants dont les parents sont entrés illégalement sur le territoire. Il propose aussi des quotas d'immigration annuels votés au Parlement ou l'interdiction à vie de titres de séjour pour ceux qui sont entrés illégalement. Officiellement, le parti est rassemblé derrière son président sur cette ligne dure. Je pense qu'il doit poser ces questions-là. Ensuite, on doit tracer une feuille de route. Et je crois qu'on ne doit pas avoir de sujet tabou. Et la question du droit du sol n'est pas un sujet tabou pour nous. Mais l'unité autour de la ligne Wauquiez a toutefois quelques limites, quand par exemple il promet un référendum aux Français sur la question de l'immigration. Le sénateur LR François-Noël Buffet ne semble pas très convaincu. La question de la consultation est importante. Sous forme de référendum, c'est peut-être sur la pratique un peu compliqué. Techniquement, j'entends. Mais en revanche, un débat très transparent au Parlement et peut-être une autre forme à réfléchir. Aujourd'hui, les moyens techniques sont tout à fait adaptés. Pourquoi pas ? Ces propositions interviennent alors que le Parlement examine le projet de loi Asile et Immigration, jugé trop laxiste par la droite. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. Bonsoir à vous, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique. Bonsoir et merci à tous les deux d'être ici. Le Parisien titre son article ce matin « La course à l'échalote ». Est-ce que c'est ça dont il s'agit? Est-ce qu'il y a une surenchère entre le FN et le parti LR, Hélène Pilichowski? Oui, forcément. C'est-à-dire que l'actualité l'appelle aussi, en raison de la discussion du texte, effectivement, à l'Assemblée, asile et immigration. Donc, effectivement, ça reste un sujet qui préoccupe les Français et qui n'est Oui, et dont on voit très... Le LR est en train de franchir un nouveau pas. En remettant en question le droit du sol, c'est pas rien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Laurent Wauquiez semble réellement, quand on parle de course à l'échalote, c'est pas entièrement faux. Il semble marquer un peu le Front National, c'est-à-dire faire en sorte, devant l'hémorragie quand même de la droite républicaine, du côté d'Emmanuel Macron, qui a une certaine sensibilité de droite, quand même, faut pas le nier, lui se dit que pour pouvoir trouver sa place, pour rassembler effectivement encore des adhérents et des supporters pour le projet des Républicains en France, il doit marcher sur les plates-bandes du Front National, c'est vrai. Tout du moins aborder les sujets, mais ce qui est
ennuyeux pour lui, donc on le verra sans doute avec le sondage qui ne lui est pas très favorable, c'est qu'il ne trouve pas un positionnement équilibré. Il a beaucoup de mal. Il est quand même souvent dans l'outrance un petit peu. Il va un peu loin, c'est-à-dire, comme vous dites, il est sur la ligne de crête et de temps en temps, il franchit quand même la ligne rouge. Ça, c'est vrai. La question, c'est est-ce que ça paye politiquement? Est-ce que finalement, ceux qui ont des idées FN ne préfèrent pas l'original à la copie? Alors, Guillaume Duval, oui ou non, course à l'échalote? Et oui ou non, est-ce que c'est payant politiquement, d'après vous? Oui, il y a une course à l'échalote. Non, ça risque de ne pas être payant politiquement pour les raisons que vous avez évoquées. Donc les gens préfèrent l'original à la copie. On voit déjà, mais on va y revenir dans le sondage, que ce n'est pas payant politiquement pour Laurent Wauquiez. Mais le problème surtout, c'est que c'est très risqué pour la société française. Ça introduit des éléments de division supplémentaires au sein de la société française. Ça menace sa cohésion. C'est une perspective et c'est une politique totalement irréaliste. On est déjà dans une politique totalement irréaliste avec le gouvernement actuel qui espère bloquer les frontières européennes, en faire une vraie forteresse en mettant des barbelés, des surveillants partout aux frontières européennes. On voit déjà que ça ne marche pas. C'est une politique de prohibition qui a tous les inconvénients des politiques de prohibition classiques, c'est-à-dire que les seuls qui en profitent, ce sont des mafias. Le problème des migrations, c'est un problème qui est de long terme. Il n'a pas de raison de s'arrêter dans le futur. Il vaut mieux l'organiser, le penser pour que ça se passe bien, à la fois pour les gens qui sont déjà dans le pays et pour les gens qui y arrivent, plutôt que de faire semblant d'essayer d'arrêter tout et de ne faire que nourrir des mafias, de ne faire que nourrir du travail au noir. Les gens, les immigrés, quand ils viennent en France et qu'ils travaillent légalement, qu'ils payent des impôts, qu'ils payent des cotisations sociales, ils dérangent beaucoup moins la société française, ils détruisent beaucoup moins d'emplois, ils menacent beaucoup moins les droits sociaux des autres que quand ils viennent quand même, parce qu'ils viendront quand même, on le voit bien aujourd'hui malgré toutes les difficultés, et qu'ils travailleront au noir dans des conditions épouvantables. Ce qui n'est pas d'accord. Non, je pense que donc c'est une politique stupide. Oui, mais vous avez une vision très idéaliste et dire qu'il faut mieux organiser et penser l'immigration, et quand les immigrés arrivent et qu'ils travaillent, ça c'est une vision magnifique qu'on aimerait contempler. Mais quand on voit les migrants qui campent aux portes de Paris dans des conditions absolument terribles pour eux, c'est bien ce que je dis. Oui, non, mais justement, on pense quand même qu'il faut que l'idée de réguler sans les barbelés. Les barbelés, excusez-moi, je sais pas. Vous en avez vu à Ceuta, vous êtes allé la frontière entre la Hongrie et le... Oui, mais vous savez bien que l'arrivée... Quand vous dites que l'immigration a toujours existé, et ça continue... Non, le flux n'est pas le même aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Oui, les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne arrivent, on sait, en masse maintenant, de plus en plus, pour des raisons diverses, parce qu'il y a des conflits chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là où ils sont de manière correcte. Ça, bien sûr. Mais ce que vous dites, c'est que, grosso modo, il faut laisser tout venir et les accueillir, et que tous... ça Oui, à peu près. Vous n'avez pas dit qu'il fallait rejeter, vous avez dit il faut bien sûr, il faut les accueillir, ils arrivent, ils travaillent et on leur fait leur place, c'est ça. Oui. Oui, mais ça régule évidemment en termes de quantitatif, etc. Oui, mais c'est pas si simple. C'est pas de ça dont il s'agit. Là, il s'agit de bloquer les frontières. C'est ça qui est stupide. Et politiquement, en tout cas, ça provoque des réactions. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Express cette semaine. Ce que mijote la droite de la droite, on va la voir, cette une avec Marion Maréchal-Le Pen. Et on y lit notamment des confidences de Patrick Buisson au sujet de Marion Maréchal-Le Pen. Et il nous dit, Patrick Buisson, elle est en train de revisiter le mythe du sauveur cher à la droite. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce qu'elle va revenir un peu comme la femme providentielle à un moment où on ne l'attendra pas, Marion Maréchal-Le Pen? Ce serait moderne, en tout cas, que ce soit une femme providentielle. Ce serait une nouveauté dans la société politique française. Oui, enfin, c'est tout à fait possible. C'est pas sur ce flanc-là que j'attends surtout des nouveautés et d'émerger de nouvelles forces politiques. Mais simplement, ce qu'on observe plus généralement, c'est qu'effectivement, sur ces questions d'immigration, Emmanuel Macron et Gérard Collomb se sont positionnés tellement à droite
à travers leur politique actuelle et le projet de loi qui est en cours, qu'effectivement, Laurent Wauquiez a un problème. C'est-à-dire qu'il peut difficilement être moins à droite que Gérard Collomb, et ça le pousse effectivement à aller sur les terres du Front National. Donc là, il y a un problème d'orientation politique pour la droite. Pour l'instant, de ce qu'on voit, les problèmes de l'extrême droite sont moindres. C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'a pu rencontrer Marine Le Pen lors des présidentielles dernières, pour l'instant, ça n'a pas l'air de lui peser négativement dans les sondages tels qu'on les voit. Donc on verra pour Marion, mais elle n'est pas forcément bien attendue. C'est justement parce qu'on pensait que Marine Le Pen était en difficulté qu'on a un peu développé le mythe de Marion Maréchal Le Pen. Qui est... À tort, vous pensez? Oui. Moi, oui. Je la trouve intelligente, voire brillante, femme politique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment l'esprit, elle a sa cheville au corps. On a le sentiment aussi, elle a sa cheville au corps. Mais je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'elle n'a pas encore la carrure, parce que, bon, elle est très très jeune. Vous dire que la jeune, aux âmes bien nées, voilà, on n'attend pas la vertu n'attend pas le nombre des années. Mais je pense qu'elle joue énormément en ce moment sur les failles de sa tante, de Marine Le Pen, mais elle est encore dans la représentation, elle est encore dans le coup politique, elle n'a pas de gens autour d'elle, elle ne fait pas de travail, si vous voulez, sur le fond des choses. Elle a elle est intelligente, on l'a reçue à la presse parlementaire, elle connaît quand même ses sujets, c'était une députée qui quand même travaillait, mais malgré tout, elle n'est pas du tout en position de prendre la tête d'un mouvement et de pouvoir briguer les plus hautes responsabilités. Ça me semble totalement prématuré, et ça, c'est dans l'imagination des gens qui se disent « Ah, mon Dieu, la droite dure ». C'est le fantasme des journalistes. C'est le fantasme, un peu. Alors, je voudrais effectivement attirer votre attention sur ce sondage que vous avez déjà un petit peu évoqué, ce sondage IFOP fiducial, qui pose plusieurs questions. Si l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, voici les résultats des uns et des autres. Emmanuel Macron obtiendrait 33% des suffrages. C'est 9 points de plus que l'année dernière. Marine Le Pen, 23%. Jean-Luc Mélenchon, 16,5%. François Fillon, 12% seulement. Et si Laurent Wauquiez était le candidat, il tomberait à 8%. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron, et vous l'avez un peu dit d'ailleurs, ne séduit pas d'ailleurs l'électorat de droite, Hélène Pilichowski? C'est surtout à droite qu'il a grappillé des points. Oui. Moi, sur les deux chiffres que j'ai ici, c'est 36% pour Emmanuel. Si Laurent Wauquiez est candidat. Mais si dans les deux cas, dans le cas, il me semble que c'est 33. Peu importe. Oui, ce qui est un score pour un premier tour en France. Énorme. Énorme, bien évidemment. On sait que ça tourne plus souvent autour de 20%. Emmanuel Macron est effectivement 24% la dernière fois. Donc, il n'est pas tellement atteint en ce qui concerne sa légitimité présidentielle, contrairement à ce qui est entonné couramment aujourd'hui. On dit, on rappelle constamment la France insoumise. Ah oui, mais vous savez, finalement, il n'a pas du tout la France derrière lui. Il se revendique de ça. Mais surtout qu'il y a quand même pas mal de grogne sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut surprendre d'entendre un sondage pareil, un score pareil, alors que... Oui, bien sûr, il y a de la grogne sociale, mais elle est disparate et elle n'est pas toujours imputable au travail d'Emmanuel Macron. Il l'a relativement bien expliqué, ça, en disant, mais vous savez, s'il y a une situation qui est difficile dans les EHPAD, c'est pas moi qui suis responsable. Il y a de la grogne contre certaines réformes qui sont en cours. Bien évidemment, en numéro 1, la SNCF, la réforme de la SNCF, qui est une grogne qui est imputable, évidemment, à sa politique, ses décisions. Et, bon, ça, c'est vrai, mais pas pour tout, si vous voulez. Il y a de la grogne dans la grogne. Ça expliquerait, selon vous, ce score qui est loin d'être absolument mauvais. Non, mais parce que il y a sa politique et il y a la dimension, si vous voulez, la stature présidentielle. Et là-dessus, si vous regardez dans le détail du sondage, c'est-à-dire l'autorité, représenter la nation, assumer sa fonction, là-dessus encore, il y a une certaine adhésion de l'opinion. Guillaume Duval, il vous a surpris ce sondage, étant donné le climat social du moment ? Pas vraiment. Enfin, d'une part, c'est un type d'exercice qui n'a qu'une valeur très relative. Aligner François Fillon aujourd'hui, c'est un peu surréaliste. Et d'autre part, il n'y a plus, par exemple, de candidat socialiste qui soit présenté dans ce sondage, dans la mesure où Benoît Hamon a quitté le parti entre-temps. Donc c'est un exercice très artificiel, mais on constate ce qu'on voit bien sur le terrain aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron a avalé la droite traditionnelle et qui se sent mieux représenté par lui aujourd'hui que par les Républicains. Donc ça, c'est ce qu'entérine ce sondage. Ça fait effectivement un bloc significatif sur le plan électoral, et la gauche reste très éclatée, même plus
qu'elle ne l'était à l'époque, aujourd'hui. Donc oui, il y a un problème stratégique majeur à gauche. Ce qu'on voit à gauche, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne capitalise pas sur ce qu'il pensait être son image de meilleur opposant à Emmanuel Macron. Au contraire, il est plutôt en recul par rapport à ce qu'il avait, au score qu'il avait eu à l'époque. Enfin, il fait encore 16,5%, c'est pas nul. Sur ce plan-là, oui, il y a un problème massif qui est connu et que ce sondage confirme. Et il confirme donc Macron s'est ancré à droite et ne laisse plus beaucoup d'espace à LR, ce qu'on savait aussi. Mais LR, excusez-moi, quand même, c'est les 8%. L'autre donnée mais comme on avait déjà beaucoup parlé de Laurent Wauquiez... C'est quand même 8%, il faut le signaler. 8% au premier tour de la présidentielle pour le président des Républicains, c'est quand même très faible. On en vient au dernier thème de ce match. C'est la rencontre entre les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et la préfète de Loire-Atlantique cet après-midi à Nantes. L'événement a été prévu dès hier, mais alors qu'on attendait Sébastien Lecornu, secrétaire d'État, c'est carrément Nicolas Hulot qui a été dépêché sur place et qui a même présidé la rencontre. Un point presse était organisé tout à l'heure à 16h30 et Nicolas Hulot a appelé les opposants à saisir la main du gouvernement. On l'écoute. Il n'y a pas d'autre issue que de saisir la main que le gouvernement leur a tendue dès le 17 janvier dernier, lorsque le Premier ministre a annoncé que l'on renonçait à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il faut peut-être s'interroger de savoir si, à un moment ou à un autre, il ne faut pas cesser un combat que l'on pense avoir gagné. À celles et ceux qui le désiraient, de formaliser à minima leur projet, mais évidemment en aucun cas d'une manière anonyme. Et c'est ce qui a été réitéré aujourd'hui. Le Premier ministre a rappelé que la date du 23 avril est une date importante. Et tout cela a été dit à l'issue d'une réunion de plus de 2 heures qui apparemment s'est passée de manière extrêmement tendue. Guillaume Duval, quel est votre regard sur l'envoi de Nicolas Hulot aussi, sur cet événement qu'on n'attendait pas, qui était, j'imagine, pour essayer de convaincre les opposants de la ZAD, et est-ce que finalement ça pourrait marcher ? Oui, Nicolas Hulot était quand même attendu sur tous ces dossiers. Il a été relativement absent toutes ces dernières semaines sur beaucoup de dossiers environnementaux sensibles et c'était un peu dommage. Mais surtout, moi, ce que je retiens de cette affaire, c'est l'idée d'un immense gâchis. Donc, pour finir par négocier aujourd'hui, pour faire des propositions tout à fait acceptables aux zadistes, on leur a quand même commencé par leur taper dessus très fort et par encourager indirectement l'ultra-gauche violente. Enfin, on a annulé le projet d'aéroport. En lui donnant... Le projet d'aéroport a été annulé. Non, mais je parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, qui était un... Il y a plus de gendarmes blessés que de zadistes blessés. Un énorme gâchis politique, puisque ça n'a pas abouti au résultat qui était voulu. Donc il s'agissait de s'affirmer, là encore, comme plus dur que LR sur le respect de l'ordre et des choses. Et ça ne s'est pas terminé comme ça, puisque l'ordre n'a pas été rétabli et on continue à négocier avec les zadistes. Il aurait mieux valu négocier directement dans les termes et avec les interlocuteurs qui ont du poids, comme aujourd'hui, qui sont aujourd'hui offerts. Ça aurait été plus raisonnable pour tout le monde. Hélène Pilichowski. Non, moi je pense qu'on a envoyé Nicolas Hulot parce que ça devient effectivement délicat et que cette préfète, qui n'a pas manqué, franchement, moi je salue cette femme parce qu'il y a pas beaucoup de... Emmanuel Macron a salué d'ailleurs. Absolument, d'esprit de décision, elle a expliqué, elle a été très à l'offensive et de manière assez rationnelle, je veux dire, sans exagérer dans l'autorité. Je trouvais que c'était une femme qui était assez étonnante. Bon, donc il a quand même été envoyé, c'est quand même son rôle, il est quand même au fait de ces questions-là. Et il est, comme vous l'avez dit, très attendu sur ces sujets. Il est au gouvernement pour ça, pour régler ce type de problème. Mais je sais que j'ai vu que les zadistes avaient dit à l'issue de la réunion que rien n'avait bougé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement propose aux derniers qui sont encore là de présenter des projets et des projets qui... donc d'installation, d'agriculture nouvelle, de choses créatives, etc. Bon, voilà. Mais eux ne veulent pas que les projets soient individuels, ils veulent que ça soit collectif. Donc ils veulent faire des petites collectivités qui vont faire un peu
peu comme dans le Larzac, on va faire des, voilà, on va se regrouper, on va faire, bon. Et c'est là que ça bloque. Et c'est là que ça bloque. Bon, ils refusent. Donc malgré Nicolas Hulot, ça continue. Ah ben non, parce que comme ça ne bouge pas sur ce plan-là, il n'y a pas d'issue. Oui, mais je crois que le gouvernement a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin sur la nature des projets, enfin ce qui est demandé aux gens précisément. Et on doit s'arrêter là. Et donc, je pense que ça peut aboutir. Et c'est la fin de ce match des idées. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons l'ancien juge d'instruction Philippe Corroy. Il revient sur ses 30 années d'expérience dans l'appareil judiciaire. Il a pris des coups dans plusieurs affaires sensibles. Il a décidé de prendre le temps pour exposer sa vérité. Il nous racontera tout cela et il nous dira aussi ce qu'il pense de la réforme de la justice présentée ce vendredi en Conseil des ministres par Nicole Belloubet. Ce sera juste après une courte pause. Maman! Coucou! Maman! T'avais un malaise. Comment ça? On bascule dans les problèmes, entre guillemets, de la vieillesse, c'est-à-dire celui de la perte de capacité physique ou intellectuelle, plutôt autour de 85 ans. La vieillesse, c'est dans la tête. Je connais des personnes de 30 ans qui sont plus vieilles que moi. De comportement. C'est un polar qu'il me faut, tu vois. Vivement la retraite, hein? Oui. Toutes les formes de vulnérabilité, donc l'âge comme le handicap ou la très petite enfance, sont des chances pour la société. Ça nous apprend sur notre humanité. Ma voix compte, demain à 23h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Philippe Corroy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat général à la Cour d'assises de Paris, ancien juge d'instruction, ancien procureur de Nanterre, et vous publiez ce livre, Reste la justice. On va en parler de ce livre dans un instant. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions liées à l'actualité judiciaire. Votre regard d'abord sur la réforme de Nicole Belloubet, la réforme de la justice. Elle comprend 5 volets. Sens et efficacité des peines, simplification de la procédure civile, simplification de la procédure pénale, transformation numérique, adaptation du réseau des juridictions. Qu'est-ce que vous en pensez globalement de cette réforme? Moi, comme vous le savez, je suis un magistrat pénaliste, donc je peux surtout vous parler des réformes pénales. Ouais. Concernant l'exécution des peines, ça me paraît aller dans le bon sens. Et il y a un problème dans ce pays, c'est effectivement l'exécution des sanctions pénales. On évaluait ou on évalue à peu près entre 80 000 et 100 000 peines d'emprisonnement qui ne sont pas exécutées directement ou en tout cas qui sont différées. Donc je crois que cette réforme qui vise à aménager jusqu'à 6 mois d'emprisonnement les peines directement et après à les exécuter va dans le bon sens. Globalement, vous pouvez peut-être donner votre avis, l'expérimentation d'un tribunal criminel à la place des assises. Alors, pour le symbole. Là, je suis plus réservé. Je suis plus réservé parce que la cour d'assises, c'est la rencontre entre les citoyens et la justice. Et je suis actuellement à la cour d'assises. Et quand on voit les retours d'expérience des jurés qui ont participé aux sessions d'assises, ils en sortent transformés, si vous voulez. Ils disent, nous avons été les juges d'un jour ou d'une affaire, et on a vu comment ça se passait, on a vu que c'était compliqué, on a vu les responsabilités que vous exerciez. Le tribunal criminel serait en fait une déclinaison du tribunal correctionnel pour les affaires les plus graves jusqu'à 20 ans. Je sais que la cour d'assises reprendrait ses droits après en appel, mais c'est pour moi très important qu'il y ait cette rencontre entre les citoyens et la justice. Donc je suis plus réservé à cet égard. Avocats, magistrats et greffiers qui se mobilisent, qui organisent des journées justice morte, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va trop loin? Vous savez, on est dans un pays où dès qu'on propose une réforme, on se mobilise et il y a une espèce de conformisme, il y a un tropisme vers le conformisme qui est pas forcément une bonne chose. Dans cette réforme, je vous dis, il y a... l'exécution des peines va dans le bon sens, je serai plus réservé sur le tribunal criminel, mais il y a une logique aussi qui est derrière tout ça, sans doute accélérer les procédures, simplifier, peut-être moins de coûts, mais je ne suis pas certain qu'au final, ça raccourcisse les délais et que les coûts soient moindres. Une info qui est un peu passée inaperçue, sur laquelle j'aimerais aussi votre avis. Fabrice Burgot, celui qui a instruit l'affaire Outreau, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, a été promu très récemment au poste d'avocat général référendaire de la Cour de cassation. Gérald Pandelon, avocat à la Cour d'appel de Paris, s'interroge sur le site Atlantico sur cette promotion de la magistrature. Est-ce que vous aussi vous vous interrogez?
Est-ce que ça vous pose question? Écoutez, Fabrice Burgaud, qui était donc le magistrat qui a été en charge de l'affaire Doutreau, est passé devant le Conseil supérieur de la magistrature en 2009. Il a eu une sanction de réprimande. Il n'a pas eu une sanction qui l'interdisait de changer de fonction. Et je crois d'ailleurs que si on veut un management positif, il faut que les gens changent de fonction dans leur carrière, sinon ils vont être dans la thrombose et dans la sclérose. Par ailleurs, j'en parle dans mon livre de l'affaire Doutreau. J'en parle et je crois que Fabrice Burgaud, que je ne connais pas, et je crois qu'on ne peut pas non plus me taxer de corporatisme parce que ce n'est pas dans mon ADN, a été un peu chargé de tous les péchés de ce déraillement judiciaire, de ce Tchernobyl judiciaire, c'est comme ça que je l'appelle. Ce n'est pas lui qui a renvoyé les accusés devant la cour d'assises de Saint-Omer, il était déjà parti. Ce n'est pas lui qui a mis en prison les gens, puisqu'il y avait des juges de la liberté et de la détention, et il y avait une chambre de l'instruction. Les autres magistrats sont passés inaperçus, tant mieux pour eux, mais je pense qu'il a un peu canalisé sur lui les péchés de l'institution, et je crois que c'était un peu injuste. Et c'est un exemple intéressant parce que vous aussi, on vous a beaucoup chargé. Vous revenez dans votre livre, notamment sur l'affaire Bettencourt, évidemment, dont vous avez été un des personnages clés. Vous avez été violemment critiqué, attaqué. Aujourd'hui, dans ce livre, vous dites que vous rétablissez votre vérité. Expliquez-nous votre démarche. Oui. Alors, ce livre, c'est pas un plaidoyer pro domo. Je crois que ce qui domine, si vous voulez, aujourd'hui dans la justice, c'est qu'on en parle tous les jours. Et en même temps, c'est une institution qui est très mal connue de nos citoyens. Donc, si en terminant ce livre, qui, comme vous l'avez rappelé, est assez volumineux, les lecteurs se disaient « j'ai un peu mieux compris le fonctionnement, j'en serais heureux ». Et comment est-ce que j'essaye de pousser la porte de l'institution judiciaire? C'est le témoignage sur 30 ans de fonction que j'ai exercé comme juge, mais également comme procureur au parquet. Avec des anecdotes très précises, je reviens sur des dossiers très précis aussi, donc ce qui permet d'illustrer les exemples, une réflexion sur la justice, et puis aussi, c'est vrai, le rétablissement d'un certain nombre de vérités. Notamment sur votre relation avec Nicolas Sarkozy. Par rapport à des mensonges, par rapport à des contre-vérités. L'affaire Bettencourt a été, à cet égard, un exemple de contre-vérité, puisqu'on a voulu, à un moment donné, la transformer en affaire d'État, en affaire politique. On a dit que le parquet de Nanterre avait enterré le dossier et avait mis la poussière sous le tapis. C'est évidemment un énorme mensonge. Et on a vu qu'in fine, après que le dossier soit parti à Bordeaux, il ne restait rien de tout ce volet. Mais personne n'a fait... Et quand vous dites on, qui incriminez-vous précisément? Qui j'incrimine? Écoutez, les commentateurs. Les commentateurs. Alors, qui étaient les commentateurs au moment de cette affaire et dont je rappelle les unes de presse? C'était une certaine presse qui examinait cette procédure judiciaire au travers d'un prisme. C'était des syndicats de magistrats qui aussi stigmatisait l'action publique qui était conduite par le parquet, l'action qui était conduite par le parquet. C'était aussi une partie de la frange politique qui était venue s'agréger à tout cela, parce qu'on était à 18 mois d'une élection présidentielle. Et on a transformé cette affaire en machine de guerre politique. Et moi, magistrat, ça ne m'intéressait pas. Ce que je regardais, c'était les faits d'une manière juridique et clinique, mais on a voulu absolument que l'on travestir en fait le travail que l'on faisait. D'ailleurs, ils font de la politique et ils essayent d'arranger un camp, ce qui était complètement faux. Vous parlez d'une vraie entreprise de démolition. C'est une entreprise de démolition. Quel aurait été leur intérêt, si toutefois c'était juste? Mais parce que j'ai été, comme vous le rappelez, j'ai été associé à Nicolas Sarkozy. Et ça a été dès mon arrivée en 2007, j'en parle dans mon livre. Ça part d'où? Ça part d'une interview qu'un de vos confrères du Monde, qu'un journaliste du Monde, vient faire dans mon bureau du pôle financier, et à un moment il me demande: est-ce que vous connaissez le président du Conseil général, qui venait de quitter ses fonctions et qui était candidat à la présidentielle? J'ai eu l'erreur de dire la vérité. Enfin, je dis la vérité, je réponds oui, je connais, je l'ai rencontré, on a parlé de justice institutionnelle. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il faut que les choses soient incarnées, un peu comme Burgaud d'ailleurs, qui a incarné Outreau, je suis devenu le séide de Nicolas Sarkozy. Et comme Nicolas Sarkozy, il faut le dire, était détesté dans la magistrature, pour différentes raisons, et il y a mis du sien aussi, parce que les petits pois et les mises en cause qui étaient parfois déplacées et gratuites, forcément,
il y a eu un amalgame, comme on dit aujourd'hui. Vous l'avez regretté d'avoir eu ce lien avec Nicolas Sarkozy? Mais d'avoir eu un lien. Je n'ai pas eu de lien. Je vais vous dire, moi j'ai rencontré François Hollande aussi, dans le courant des années 2000. J'ai rencontré François Hollande dans le courant des années 2000. Ça n'a dérangé personne. Et c'est tant mieux, parce que c'est une démocratie mature. Je pense que si on veut que les politiques comprennent la justice et comprennent les problèmes de la justice, il faut qu'on leur parle. Parce que si on ne fait pas remonter les problèmes, vous m'interrogez sur les réformes, si on ne fait pas remonter au monde politique qui élabore et qui vote les réformes, on se bunkérise et ça n'est pas une bonne chose. Donc non, je ne regrette pas, mais vous voyez, ce que j'observe quand même, c'est l'indignation sélective. Parce que j'ai été remplacé, moi je ne fais pas de politique. Je n'ai pas été membre d'un cabinet ministériel, je n'appartiens à aucun parti, aucun syndicat. J'ai été remplacé à Nanterre par quelqu'un qui venait d'un ministère. Il avait été conseiller justice chez M. Jospin. Je ne lui en fais pas le grief, mais personne ne l'a relevé. Et après, dans le livre de vos confrères du Monde, il est dit qu'il a été nommé à la direction des affaires criminelles parce que M. Hollande veut un homme sûr et proche de lui. Il a été cité, absolument. Et on était obligé de s'arrêter là, mais c'est à lire dans Reste la justice. J'invite les téléspectateurs à le lire. Merci infiniment, Philippe Courroy, d'avoir été notre invité ce soir. J'ai juste le temps pour vous dire que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Laurent Berger, secrétaire général adjoint de la CFDT. Bonne soirée, restez au cœur du débat. Merci, j'espère que j'ai rattrapé mon